En essayant de comprendre certaines pathologies, on a essayé de comprendre comment marchait la régulation de l'expression des gènes. Et ce que je pense, c'est un sujet que si j'avais 20 ou 30 ans de moins que je commencerais, c'est je m'intéresserais à la reprogrammation transcriptionnelle, c'est-à-dire à la relecture des gènes suite à différentes attaques, qu'elles soient bactériennes, qu'elles soient par des produits environnement, des UV, des virus, etc. Vous verrez qu'en essayant de comprendre certaines pathologies, la dernière que je vous montrerai, c'est expliquer la pathologie de la fièvre hémorragique due au virus à fièvre hémorragique de la vallée du Rif. On a pu comprendre les mécanismes de régulation d'expression des gènes. Et aussi, vous voyez, ce sont aussi des recherches qui sont assez longues, et je vais essayer d'être bref. Donc je vais aussi skipper certaines diapos, parce que je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Donc vous voyez, quand on veut comprendre un peu comment ça marche, ben, vous avez le gène qui est un gène qui est ici. Donc, vous voyez, ici vous avez un récepteur, c'est là-dessus que vont se lier des protéines qui vont donner des signaux pour pouvoir lire le gène et pour pouvoir entrer en contact avec ce qu'on appelle une polymérase qui va vous lire le gène. Donc, alors, ça s'appelle le promoteur, c'est là que tout va démarrer. Ça s'appelle le annonceur, et puis ça, vous avez la fin du gène. Alors tout va se passer entre ces trois éléments qui se trouvent sur une séquence d'ADN. Voilà. Alors voilà, on va arriver à, pour commencer à lire le gène, on va arriver à avoir un gros complexe avec à peu près 200 protéines. Et alors, comment ces 200 protéines s'assemblent, et comment on a essayé de comprendre ça? Alors on a essayé de comprendre plusieurs choses. On a étudié certaines pathologies qui nous ont expliqué comment ça marchait, des pathologies de patients qui avaient des mutations dans certaines de ces protéines. On a essayé aussi de comprendre, on a été aidé quand on allait bloquer la machinerie, qu'est-ce qui se passe. Alors voici le complexe final, hein, vous voyez, tout ça pour en arriver là et pour essayer de comprendre, il y a à peu près 50 ans. Et tout a commencé, je ne sais pas si vous avez suivi, bon, moi je commence à faire partie des chefs-d'œuvre en péril, ou presque. En 70, quand tout le monde avait purifié la polymérase, qu'on se dit, ben, maintenant on a la polymérase, elle va lire le gène et puis on va tout comprendre. Ben, justement là, on n'avait rien compris parce qu'on avait la polymérase, on avait des morceaux d'ADN, mais on ne savait pas comment ça marchait. Et vous voyez la polymérase en 68-69, et vous allez voir défiler tout ce qu'il a fallu disséquer, tout ce qu'il a fallu isoler pour comprendre. Alors vous avez ensuite les facteurs généraux de transcription. Le premier, c'est celui qui va reconnaître les séquences spécifiques. Vous voyez, vous avez tous ces facteurs, 90. Ça, ce sont tous les facteurs généraux de transcription qui vont lire le gène de façon basale. Vous voyez, regardez tout ça. Là, on a tous les facteurs généraux de transcription. Quand on a un polymérase et ça, on a un fragment d'ADN, on arrive à lire de façon spécifique. Au début du gène. Et alors après, ben, vous avez ce qui vont permettre de transférer le signal de DNA binding protein. Quand vous avez un stimuli, vous activez un récepteur nucléaire, et par l'intermédiaire d'un gros complexe, il y a 30 sous-unités, on ne sait même pas quel est le rôle de chacune d'entre elles, ça va se lier, ça va associer les DNA binding protéines au médiateur, à la polymérase. Puis vous voyez tous les facteurs qui commencent à utiliser leur fonction enzymatique pour aller phosphoryler, déphosphoryler, etc. Vous voyez, là, dans ce cas, on va phosphoryler les récepteurs nucléaires. Les récepteurs nucléaires rétinoïques acides, vous savez, pour réguler les gènes œstrogènes dépendants, PIPAR dépendants, etc. Voilà, et puis vous avez tous les facteurs, on les a là, et puis on est prêt à ouvrir le promoteur et commencer la lecture. Mais ça, on va avoir une lecture de base, mais ce n'était pas fini. Regardez, on a encore d'autres facteurs qui sont venus, c'est des facteurs qui vont couper l'ADN, c'est qu'on va appeler des facteurs de réparation. On n'imaginait jamais que les gènes pouvaient être abîmés. Au départ, il faut les couper pour relaxer l'ADN, pour pouvoir le lire. Donc on voit que ces facteurs, et ça c'est tout nouveau, 2006, et il y a des travaux qui sont encore en 2019. Ça se voit à tous les facteurs de réparation. Voici aussi, j'en parlerai de ça aussi, qui va réguler les arrêts transcriptionnels quand on a des stress. Et voilà, pour arriver à ça, vous voyez, et encore on est là. On connaît le rôle à peu près de seulement 10% de ces protéines. Alors, comment on fait? D'abord, quand on a un stress, un stimuli quelconque, on va induire l'expression des gènes et on va former ce fameux complexe de transcription. Et qu'est-ce qu'on voit dès le départ? On voit que quand on a un stress, quel qu'il soit, le stress, ça peut être changer votre milieu de culture, ça peut être ajouter quelque chose, ça peut être
une infection virale, ça peut être une infection bactérielle, ça peut être des UVCA, vous induisez un stress et il y a des gènes qui vont être exprimés. Et quand des gènes commencent à être exprimés, il y a quelque chose qui se passe, on va couper, on va avoir des coupures. Et les coupures se voient là, parce qu'on voit ici, gamma H2AX, c'est un marqueur de coupure sur l'ADN. Dès le départ, on va couper le gène pour l'ouvrir, pour le relaxer. Donc vous voyez, ça, à titre. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce qui va arriver là pour couper le gène? Alors ça, on a été aidé parce qu'il y a une mutation dans une topoisomérase qui est à l'origine d'une maladie génétique. Donc on a essayé de comprendre cet indice génétique. Alors vous voyez que on voit dès qu'on active, on va induire avec un ligand, par exemple ça peut être l'acide rétinoïque, l'acide rétinoïque, on va avoir un récepteur nucléaire, et puis là, vous voyez, regardez, on se positionnait tout au début du gène, non seulement l'acide rétinoïque, mais la topoisomérase et DNA-PK. Cette DNA polymérase va moduler l'environnement chromatinien. Donc vous allez commencer à être prêt à ouvrir la chromatine pour pouvoir cibler, pour pouvoir faire arriver toute la machinerie. Voici là, ça recrute. Voilà, on voit ça recrute. Le récepteur nucléaire arrive là. Et puis vous voyez, voici les deux qui arrivent là tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à couper. Regardez, on coupe l'ADN un peu partout pour pouvoir relaxer l'ADN. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on relaxe? On va permettre un assemblage entre le haut, c'est-à-dire ces DNA binding protein et le promoteur. Et regardez le schéma. On a un médiateur, et voici le médiateur qui va rapprocher l'un de l'autre. Voici déjà la première. Je vous dis tout de suite que des mutations dans le médiateur, il y a 30 sous-unités. Il y a 10 maladies génétiques qui sont associées à des mutations dans le médiateur. Et tout ça, ça nous a appris à comprendre un peu ces maladies génétiques. On a été en mesure d'expliquer à peu près 4 de ces maladies génétiques. C'est des travaux qu'on a publiés il y a quelque temps dans la revue Science et dans divers journaux de génétique. Donc vous voyez, on a le complexe qui commence à se former, mais là, on n'a encore pas la machinerie de base. Et alors, tous les facteurs vont arriver. De façon séquentielle, ça arrivait l'un après l'autre. De façon séquentielle, le premier va reconnaître la séquence promotrice, et après vous avez tous, et ensuite vous avez les facteurs de réparation. Donc là, on a tous ces facteurs, et à quoi ça sert? Alors, quelle était notre partie? On a décidé de comprendre, d'essayer d'expliquer les déficiences chez les patients. On a des malades qui ont des mutations dans XPA, XPC, TF2H, etc. On a essayé de comprendre en quoi cette mutation perturbait le phénomène. Et comme ça, on a expliqué les pathologies. Alors le but premier dans tout ce que nous avons fait, ça a été uniquement de comprendre la régulation d'expression des gènes, mais on a été de plus en plus près de la clinique pour pouvoir donner des explications aux cliniciens, donner des explications aux malades, mais aussi de façon fort égoïste pour essayer de comprendre nous-mêmes comment ça marchait. Donc voici, et quand on regarde ici, il y a 200 protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on connaît à peu près le rôle d'une vingtaine ou d'une trentaine d'entre elles. Alors tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, les désordres génétiques, regardez toutes les maladies génétiques qui s'entraînent uniquement au niveau de son contraire. Alors on ne connaît pas tout, puisqu'il y en a, vous voyez, c'est de nouveaux syndromes, on est en train de travailler dessus, mais par contre, on en a étudié celui-là, on l'a fait en collaboration avec Necker. Il y en a qui sont purement faits en collaboration avec des cliniciens de Strasbourg. Ça aussi, c'est avec des personnes qui sont aux États-Unis, etc. Donc voici par exemple, je vais vous juste en montrer un. Voici, c'est des mutations dans ce complexe, c'est le complexe TF2H. C'est un facteur de transcription qui a 10 sous-unités. Et des mutations dans XPD, XPB et P8 sont l'origine de ces maladies génétiques, le xéroderma pigmentosum et la trichothiodystrophie. Le xéroderma, c'est ce qu'on appelle les enfants de la Lune, les gosses qui ne peuvent pas aller au soleil. Ils ont une hyperpigmentation de la peau qui peut dériver avec des formes de cancer de la peau. La trichothiodystrophie, c'est aussi, comme son nom l'indique, une des pathologies. La première, c'est les cheveux cassants, aussi par déficience dans les acides aminés soufrés. Donc regardez un peu les patients, vous avez plusieurs patients, vous voyez un petit peu plus d'autres pathologies qui vont vers des problèmes de développement de squelette et aussi neurologiques.
Alors vous voyez, des patients, par exemple, on s'est amusé à regarder ces patients qui avaient des mutations dans XPD, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Et regardez, on voit ici tout de suite que, pardon, beaucoup d'entre eux, il y a des mutations dans l'extrémité C-terminale. On s'est demandé pourquoi, et on a essayé de comprendre pourquoi. À côté de ça, regardez un patient. Voici la taille, vous voici hyperpigmentation de la peau, vous voyez la taille, problèmes neurologiques, etc. Mais ce qui était aussi intéressant, on a essayé de comprendre et pourquoi il y avait un retard mental, mais surtout pourquoi ces patients n'avaient pas de tissu subcutané. Une tête de vieillard, pas de tissu adipeux, et on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas de tissu adipeux. Tissu adipeux, c'est régulé par un récepteur nucléaire qui s'appelle PIPAR, qui fait qu'on prend quelques kilos, c'est parce qu'il y a ce fameux récepteur nucléaire qui marche de façon truc. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces patients n'ont pas ou développent très peu de tissu adipeux? Alors on s'est posé la question, voici des cellules de patients, et puis des cellules normales, wild type et tout, et puis on a transfecté avec différents récepteurs. Il y a un plasmide qui avait sous l'influence de différents récepteurs nucléaires, c'est acide rétinué, œstrogène, androgène, PIPAR, vitamine D, etc. Puis on s'est amusé à voir qu'est-ce qui se passe. Et on a regardé qu'est-ce qui était exprimé. Alors vous voyez en jaune, c'est le patient normal, on stimule. En vert, c'est le patient. En jaune, par exemple, c'est un individu normal, excusez-moi, en vert, c'est le patient. Vous voyez, quand on active les gènes, c'est tout à fait significatif, vous voyez, on a un défaut dans l'expression des gènes. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Regardez, ce défaut dans l'expression des gènes, il s'accompagne d'un défaut dans la phosphorylation du récepteur nucléaire ici. Mais ce récepteur nucléaire, c'est un défaut dans la phosphorylation du récepteur nucléaire, mais pas dans la concentration du récepteur nucléaire. Donc là, il y a un mécanisme qui ne s'est pas fait. Le mécanisme qui ne s'est pas fait, certainement, au niveau du complexe de transcription. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Quand on transfecte avec le gène sauvage, on restaure de façon normale l'activité en question, et regardez, on restaure la phosphorylation. Vous voyez? Donc là, on commence à expliquer cette mutation qui fait que chez les patients, on va les voir maigris, c'est parce qu'il y a un défaut dans un mécanisme de phosphorylation. Alors on a fait des souris modèles. Voici la souris modèle qui a une mutation que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez les vacuoles de tissu adipeux, regardez la différence de taille. Regardez aussi, vous avez le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Vous avez les mêmes quantités chez les wild type et les patients, les souris sauvages. Et regardez le défaut de phosphorylation chez les souris où il y a une mutation. Donc voici, on a montré l'explication de cette pathologie, mais ce qui est aussi beaucoup plus important pour nous, on a montré que là, il y avait un mécanisme qui s'appelait, et parce qu'on a travaillé sur les patients, on a compris que là, on a un facteur qui s'appelait TF2H. Vous voyez, regardez les souris, ça marche pour tous les récepteurs nucléaires. Ça, c'est les souris. Et on a montré que une mutation dans XPD complètement désorganisait l'architecture de ce gros complexe, et avec comme conséquence, on a un défaut dans l'interaction, dans l'ancrage de ce complexe kinase sur le corps, et ce défaut, eh ben, ça va faire qu'on va avoir un défaut de phosphorylation, donc un défaut dans l'expression des gènes. Et voilà tout simplement comment on a expliqué une pathologie, mais on a compris à quoi servait un facteur par rapport au récepteur nucléaire. Voici un des deux exemples. Je vais aller essayer de vous en montrer d'autres. Voilà ce qui se passe dans le syndrome de Coquet. Le syndrome de Coquet, c'est aussi une maladie génétique assez rare. Et il se trouve que CSA, CSA, on ne savait pas le rôle. On a dit jusqu'à présent que c'était des facteurs de réparation de l'ADN, ce qui est complètement faux. Voilà, quand on regarde les patients, vous voyez, c'est assez sévère. Ils vivent après 12 ans, ils ne sont plus en vie. C'est vraiment assez horrible de voir ces patients. Regardez l'évolution de la maladie, 4 mois, 18 mois, et regardez à 6 ans. Et à 12 ans, ils ne sont plus de ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cellules? Il y a les patients, quand on a un stress, alors ça c'est un stress UV, mais n'importe quel stress, vous voyez, dans des cellules normales, on a un stress d'expression d'un gène, on a pris celui-là, DHFR, on voit que là, ça descend et au bout d'un moment, ben, c'est restauré, c'est-à-dire qu'on peut lire, le stress passé, mais chez ces patients, on est en rouge, vous voyez, regardez, on ne retrouve pas la synthèse d'ARN, il y a quelque chose qui s'est passé.
Alors on a mis à peu près 8 ans pour essayer de comprendre, et vous allez voir, c'est tout à fait simple. Regardez, quand on est, je vous dis, on est soumis à des stress, les cellules sont soumises à des stress au quotidien. Quand vous travaillez sur des cellules, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous changez de milieu de culture, vous prenez une boîte à 30 degrés, vous allez mettre à 24 degrés, etc. Vous induisez un choc cellulaire. Le choc cellulaire va se traduire par un retard pour que ça retrouve, et vous allez toujours voir, ça reprendra du temps à ce que les cellules croissent de façon normale. Au lieu de croître en 48 heures, elles vont croître en 76 heures parce que vous avez un arrêt transcriptionnel et vous allez avoir un arrêt. Alors pourquoi? C'est dû à quoi? Dès que vous avez un stress, vous avez l'expression de gènes, c'est les gènes qu'on appelle les immédiateurs, les gènes précoces. Ces gènes précoces, ce sont des DNA binding proteins qui vont aller réguler ensuite les gènes un peu plus tardifs. Donc vous voyez que là, si vous exprimez, à chaque fois que vous allez surexprimer ces gènes, vous allez induire un retard dans la marche normale de la vie cellulaire. Alors que ce soit chez des cellules normales, enfin des cellules de patients ou des cellules qu'on a restaurées, regardez, dans les deux cas, on a l'expression de ces gènes. Et parmi tout ça, ce sont des DNA binding proteins, mais il y en a une qui est un peu bizarre, qui s'appelle ATF3, qui est un répresseur. Donc cette protéine va être surexprimée, et vous allez voir après, elle va être surexprimée, puis elle va aller se fixer sur son site de reconnaissance. Et il se trouve que le site de reconnaissance de cette protéine est à peu près sur une 10 000 gènes. Donc il y aura 10 000 gènes qui vont être ciblés par cette protéine. Regardez voir. Ici, vous voyez, les gènes, cette protéine est exprimée. En fonction de la cinétique, vous voyez, elle va se fixer, on la voit dans la cellule et après on disparaît. Elle est rapidement dégradée. Tandis que où il y a une mutation, vous voyez, il n'y a pas de dégradation et on voit qu'il y a une accumulation. Donc vous voyez, il y a deux phénomènes qui se passent. Dans la cellule normale, on va retrouver l'expression. Donc on commence à se dire, cette protéine ATF3, c'est un répresseur, mais il ne peut pas être éliminé. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais le voir. Vous voyez, en rouge, la protéine ATF3. Là, on suit l'évolution de la présence de cette protéine sur le gène. Vous voyez, ça monte à 8 heures. C'est bien associé. Et on voit que ça commence à diminuer après 24 heures. Et en même temps, vous avez en vert la polymérase 2 qui était là, qui sort du gène, qui est éliminée du gène, et qui revient tout doucement quand ATF3 s'en va. C'est-à-dire une histoire je t'aime moi non plus, quand ATF3 va être là, il va réprimer le gène, la polymérase ne veut rien savoir, elle s'en va. Dès qu'ATF3 va partir, la polymérase va revenir. Voici ce qui se passe, ça c'est dans les cellules sauvages. Et regardez dans les cellules, quand on a une mutation, quand on a un défaut dans ces protéines CSA, CSB, regardez, on accumule, et vous voyez, la protéine reste sur le gène, et vous voyez en vert, la polymérase ne vient pas. Alors je vous ai fait un cas. Et quand on regarde sur tous les gènes, vous savez, ça ce sont sur les 5000 gènes, au temps 0, ATF3 n'est nulle part. À 8 heures, vous voyez les partout, à 24 heures, ils s'en vont, dans les cellules normales. Et la polymérase, elle était là, vous la voyez disparaître à 8 heures, et elle revient à 24 heures. Qu'en est-il quand on a un défaut dans cette protéine, l'autre protéine CSB? À 24 heures, regardez, ATF3 est toujours là sur les gènes, et il n'est plus du tout là. La polymérase ne peut pas arriver. Voici le cartoon, et puis, je vais passer un peu rapidement pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Dans les situations normales, vous avez la polymérase qui est là. ATF3 arrive, la polymérase s'en va, et on a un état répressif, c'est-à-dire maintenant, il va falloir que la cellule en tant que telle élimine cet ATF3, élimine la répression. Comment l'éliminer? Une des premières façons, c'est de la dégrader. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir toute une machinerie qui va venir petit à petit. CSB est un des premiers éléments de cette machinerie. Et regardez ici, on voit la machinerie. Vous voyez ici, ça c'est 3 couleurs, vous voyez un pic ici. C'est un système d'ubiquitination qui va ubiquitiner vos protéines pour les rendre prêtes à être ciblées par le protéasome pour les dégrader. Et vous voyez dans les cellules sauvages, mais dans les cellules mutées, vous ne pouvez pas avoir la machinerie d'ubiquitination, donc vous n'aurez pas la machinerie de dégradation. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe, on en est là. Regardez, la machinerie d'ubiquitination arrive. Ubiquitination.
dégradation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a un stress génotoxique? Eh bien, ATF3 va se lier, la transcription est arrêtée, toute la machinerie d'ubiquitine arrive et cible le répresseur. Le répresseur va être ensuite dégradé par le protosome, la polymérase va revenir, la synthèse de l'ARN va redémarrer, et si jamais on a une mutation là-dedans, eh bien on ne peut pas dégrader, donc on va en arrêter, ce qui va nous expliquer. Donc vous voyez, les patients nous ont expliqué à comprendre quelque chose. Voici le deuxième exemple que je voulais vous montrer. Et puis là, ben, je ne vais pas parler de virus en venant ici. Moi, je me serais fait unir. Il se trouve que c'est une histoire assez... Je n'y connaissais rien en virologie. C'était en 2000. J'avais reçu un coup de téléphone d'un institut parisien, fort célèbre, de Michel Boulois, qui me dit on a fait des screenings avec une protéine NSS, Non-Structural Binding Protein, du virus à fièvre hémorragique de la vallée du Rift, et on s'est aperçu que ça interagissait en deux hybrides avec une sous-unité d'un facteur. Le facteur s'appelait TF2H et la sous-unité s'appelait P44. Je vous dis dire là, quand on travaille dans notre domaine, on recevait toujours des coups de fil. En général, je ne réponds jamais au premier email, je ne réponds jamais au deuxième email, mais quand il y a le troisième, je dis ça doit être sérieux, donc il va avoir. Donc, on a été les voir, où ils sont venus, non, ils sont venus nous voir, parce que j'ai joué un petit peu la chochotte peut-être, ils sont venus nous voir, je me dis qu'est-ce que c'est que ces virologues qui viennent nous embêter, d'abord moi j'y connaissais rien du tout, et on a regardé, et l'histoire elle est assez amusante. Alors, je pense que c'est pas ici que je vais apprendre, voilà, le facteur TF2H, c'est celui que je vous avais montré, là, vous voyez, avec les 10 sous-unités, et la cible pour NSS, ça va être cette sous-unité P44. Alors P44, elle est assez intéressante, parce que P44, c'est qui interagit avec XPD, et XPD interagit avec le complexe kinase. P44, c'est une espèce de charnière dans ce facteur. Je vous ai montré tout à l'heure, quand on avait des mutations dans XPD, on perturbait les interactions avec P44, et on voyait très bien que la kinase ne pouvait pas fonctionner de façon normale. Alors pour nous, P40, cette sous-unité était intéressante parce qu'on ne savait pas à quoi elle servait et quel était son rôle. Alors, là, je pense que, ici, c'est un virus qui est transmis par les moustiques. Et, vous voyez, chez les humains, il y a une fièvre hémorragique, pas très très sévère, mais bon, il y a quand même à chaque fois quelques décès. Et surtout, chez les ruminants, les chameaux, les chèvres, etc., c'est assez dramatique. Alors, ça a touché différents pays. Hein. Bon, là, c'est l'Arabie. Ici, vous avez Madagascar qui a été touché, l'Afrique du Sud. Et bon, moi, je suis pied noir, j'étais aussi sensible parce que la Mauritanie a vu son économie en 2012 aussi assez atteinte et 2006 aussi. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, vous avez une image quand on a essayé de regarder pour les montrements, etc. Alors, quand il y a infection virale dans les cellules, vous voyez, il y a deux types. Alors ça, c'est le virus en tant que tel, et ça, c'était le virus atténué, où est-ce qu'on a délété une séquence. Vous voyez qu'on voit qu'il y a une diminution de l'activité de synthèse de ces cellules. Hein. Je vous rappelle que TF2H est un facteur général de transcription qui est absolument, quasiment essentiel pour lire les gènes. Donc vous voyez, au bout d'un moment, on voit qu'il y a un défaut transcriptionnel qui se fait. Alors, pour faire l'histoire courte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette protéine virale MSS qui va interagir avec deux sous-unités, notamment P44 et XPD. Si elle interagit avec P44, XPD ne peut plus interagir avec P44. Si bien que vous voyez ici, au lieu de former après le complexe TF2H, on va appauvrir les cellules en ce complexe TF2H. Et vous allez le voir sur la photo suivante, c'est visualisé, voilà ce qui se passe normalement. XPD interagit avec P44 et on forme le complexe TF2H. Dans ce cas-là, c'est NSS va interagir avec P44 et si cette interaction se fait, vous imaginez très bien qu'on a du mal à faire reformer le complexe. Regardez ce qui se passe.
Voici, après les infections, on voit des espèces de filaments qui se font ici. Et ça, ils sont marqués par des anticorps avec NSS et une des sous-unités de TH2H, XPD. Regardez son... Quand on regarde, regardez les cellules, regardez quand on a des anticorps contre XPD, regardez ça, je trouve ça absolument joli. On voit ici, vous voyez, XPD n'arrive pas à franchir, reste bloqué sur la membrane nucléaire, ici. Et ici, quand on regarde avec les deux, vous avez XPD qui est là, et vous avez aussi ce filament qui se retrouve ici dans les cellules infectées. Quand on regarde, quand on fait le mécanisme, regardez, ici ce qui se passe, NSS interagit avec P44, donc P44 ne peut pas interagir avec XPD. Donc vous avez ces espèces de filaments qui se fait ici, avec au moins ces protéines, plus le reste, on n'a pas été regardé, et ça empêche de former TH2H. On voit surtout, qu'est-ce qui était important, c'est que le rôle de P44 était crucial, et l'histoire nous a montré que P44 était une sous-unité régulatrice de l'activité hélicase de XPD. Donc c'était une sous-unité régulatrice qui pouvait jouer là-dessus. Voici en gros une espèce de tour d'horizon de vous montrer où vous avez vu. Donc on a aussi pu expliquer, certaines pathologies, donc ça c'est parmi différents travaux qu'on a fait dans le laboratoire. Et ce travail, alors la seconde partie de l'histoire, quand on a vu ça, avec Michel Bounois, ben ça on va envoyer ça à Journal of Virology.